La Terre existe depuis 4 milliards et demi d'années. C'est un chiffre qu'on prononce facilement, mais qu'on ne peut pas vraiment ressentir. Mettez ça à l'échelle d'une journée de 24 heures. La Terre se forme à minuit. Les dinosaures n'apparaissent qu'à 22h50. L'être humain moderne pointe le bout de son nez à 23h58, à peu près 2 secondes avant minuit. Et la vie, la première cellule capable de se reproduire, de stocker de l'information, de réagir à son environnement, apparaît à l'aube, vers 4 heures du matin à peine, presque immédiatement, comme si elle attendait. C'est là que tout devient vertigineux, parce que ce n'est pas censé se passer aussi vite. La chimie prébiotique est censée être lente, laborieuse, incertaine. Les molécules doivent se heurter, se tromper, se défaire, se reformer. Il faut du temps. Il faut des conditions précises. Il faut, selon certains calculs, un temps qui dépasse largement ce que la Terre avait disponible. Et pourtant, la vie est là, presque au moment même où la planète arrête d'être un volcan géant. Alors la question s'est posée. Une question que les scientifiques murmurent depuis des siècles et que les données récentes ont rendue criante. Et si la vie n'avait pas commencé ici? Et si les premières briques du vivant, voire les premiers organismes capables de survivre, étaient arrivés de l'extérieur, portés par une comète, enfermés dans une météorite, propulsés depuis une autre planète du système solaire? Et si la Terre n'était pas un berceau, mais un terrain d'atterrissage? C'est exactement ce que dit la théorie de la panspermie. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une hypothèse scientifique sérieuse, débattue dans les plus grandes revues académiques, testée dans les laboratoires de la NASA et de l'agence spatiale japonaise, et alimentée chaque année par de nouvelles découvertes qui rendent le scénario de plus en plus plausible. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir si des molécules organiques peuvent voyager dans l'espace. Elles voyagent, c'est prouvé. La vraie question, c'est de savoir si la vie elle-même a pu faire le voyage, et si oui, combien de fois cela s'est-il produit à travers l'histoire de notre planète? Pour répondre à ça, il faut remonter aux origines, aux toutes premières secondes de la Terre, à ce moment précis où quelque chose d'impossible s'est produit avec une rapidité déconcertante. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre d'exploration, les grandes questions de la science, les mystères de l'univers que personne ne vous a jamais expliqués vraiment clairement, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le pouce levé. Ça ne vous prend que 2 secondes et ça nous aide énormément à continuer ce travail. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? On adore découvrir d'où vous nous suivez. En description, vous trouverez aussi un lien si vous souhaitez soutenir le canal avec un don. Chaque contribution compte. Maintenant, retournons là où tout a commencé. Ou peut-être là où tout a atterri. Imaginez la Terre il y a 4 milliards 500 millions d'années. Il n'y a rien que vous reconnaîtriez. Pas d'océan, pas de continent, pas de ciel bleu. La surface est un magma en fusion perpétuelle. Une croûte qui se forme et se brise en quelques milliers d'années, refondue encore et encore par l'intérieur et martelée par le dehors. Des corps célestes de toute taille percutent la planète en formation. Certains de la taille d'une ville, d'autres de la taille d'une planète entière, comme celui qui a créé la Lune. C'est l'Adéen, l'époque de l'enfer. Le nom vient d'Hadès, c'est mérité. Pendant des centaines de millions d'années, ça continue. La surface refroidit un peu, des océans primitifs commencent à se former, et puis un nouveau déluge de roches s'abat depuis l'espace. Ce que les géologues appellent le grand bombardement tardif, un cataclysme cosmique où Jupiter et Saturne, en changeant d'orbite, ont projeté des millions d'astéroïdes et de comètes vers le système solaire interne. La Lune en porte encore les cicatrices. Ces grandes mers sombres que vous voyez à sa surface sont les bassins creusés par ces impacts. Sur Terre, même scénario, mais effacé depuis par des milliards d'années de tectonique des plaques. Puis, à un moment que nous situons aujourd'hui autour de 4 milliards 200 millions d'années, à peine 300 millions d'années après la formation de la Terre, alors que la planète était encore à bien des égards hostile, il y avait déjà quelque chose de vivant. Comment le sait-on? Grâce à Luca. Ce nom désigne le dernier ancêtre commun universel. En anglais, Last Universal Common Ancestor. Luca n'est pas le premier organisme vivant sur Terre, mais le dernier ancêtre commun à toutes les formes de vie qui existent aujourd'hui. Toutes les bactéries, tous les champignons, tous les animaux, toutes les plantes, tous descendent de Luca. C'est notre point de convergence ultime. Pendant longtemps, on estimait que Luca avait vécu il y a environ 3 milliards 800 millions d'années. Puis, en 2024, une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'université de Bristol a repoussé cette date de façon spectaculaire. En analysant plus de 2600 gènes partagés par tous les êtres vivants actuels, en utilisant des horloges moléculaires et des modèles phylogénétiques avancés, ils sont remontés jusqu'à 4 milliards 200 millions d'années. Luca était là bien plus tôt qu'on ne le pensait.
Et c'est là que quelque chose coince profondément. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Pendant les 300 premiers millions d'années de son existence, elle était partiellement en fusion, bombardée, dépourvue de conditions stables pour quoi que ce soit. Et pourtant, à peine ce délai passé, la vie était déjà là. Pas une vie simple, maladroite, à moitié formée, non. Luca était un organisme déjà sophistiqué. Il possédait l'ADN, l'ARN, des ribosomes pour fabriquer des protéines, une membrane cellulaire. Il avait déjà un métabolisme, peut-être même un système immunitaire rudimentaire. Il n'était pas le premier. Il était le survivant de toute une lignée évolutive déjà longue, ce qui signifie que la vie devait avoir commencé encore plus tôt. Imaginez une recette de cuisine complexe, disons un soufflé au chocolat, avec caramel, coulis de fruits et décoration à la feuille d'or. On ne l'improvise pas en 5 minutes. Il faut du temps, des essais, des corrections, des ingrédients particuliers réunis dans un ordre précis. Maintenant, imaginez que vous entrez dans une cuisine et que ce soufflé parfait est déjà là, chaud et prêt, alors que vous étiez certain que personne n'avait eu le temps de le préparer. Quelque chose ne colle pas. C'est exactement la position des chercheurs qui se penchent sur les origines de la vie. L'abiogénèse, le processus par lequel la vie émerge de la chimie inerte, n'est pas impossible. C'est même probable sur le long terme. Mais les modèles suggèrent qu'elle nécessite du temps, du vrai temps, des centaines de millions d'années pour que les acides aminés se réunissent, forment des peptides, donnent naissance à des molécules capables de se copier elles-mêmes, puis à des cellules capables de vivre et de se reproduire. Or, la fenêtre de temps disponible sur la Terre primitive était dangereusement courte. C'est l'argument temporel au cœur de la panspermie. Si la vie est apparue trop vite pour que la chimie terrestre seule en soit responsable, peut-être que le processus avait une longueur d'avance, parce qu'il avait commencé ailleurs, dans un environnement plus ancien, avec plus de temps devant lui. La vie serait arrivée ici déjà en marche, comme un coureur qui rejoint une course après plusieurs kilomètres. Ce raisonnement ne date pas d'hier, il remonte à l'Antiquité. Et l'histoire de la façon dont cette idée a traversé les siècles pour devenir une hypothèse scientifique légitime est elle-même fascinante. Nous sommes au 5e siècle avant notre ère. À Athènes, un philosophe nommé Anaxagore enseigne une vision du monde radicalement différente de celle de ses contemporains. Là où d'autres voient des dieux et des mythes, Anaxagore voit de la matière et des lois. Et dans cette matière, il voit quelque chose qu'il appelle les spermata, les semences, des graines invisibles qui permettent l'univers tout entier. La vie, selon lui, n'est pas née sur Terre. Elle est partout, dispersée dans le cosmos, et elle tombe sur les planètes qui offrent les conditions nécessaires pour la faire germer. C'est la première formulation connue de ce que nous appelons aujourd'hui la panspermie. Le mot lui-même vient du grec, pan, qui signifie tout, et sperma, qui signifie semence. La semence de tout, la semence partout. Anaxagore a payé cher ses idées. Accusé d'impiété pour avoir soutenu que le soleil n'était pas un dieu, mais un caillou en feu plus grand que la péninsule du Péloponnèse, il fut contraint à l'exil. Ses contemporains n'étaient pas prêts pour ça. L'idée reste dormante pendant plus de 2 millénaires. Elle surgit ici et là dans les écrits de quelques philosophes et naturalistes, mais sans jamais trouver le sol fertile d'une vérification expérimentale possible. Ce qui manquait, c'était un mécanisme. Comment la vie, concrètement, pouvait-elle voyager dans l'espace ? La réponse commence à prendre forme au XIXe siècle, dans un contexte intellectuel bouillonnant. En 1859, Darwin publie L'origine des espèces. En 1861, Pasteur démontre que la génération spontanée n'existe pas. La vie ne naît que de la vie. Et immédiatement, ce résultat pose une question vertigineuse. Si la vie ne peut pas naître de la matière inerte, d'où vient la toute première cellule ? Lord Kelvin, l'un des plus grands physiciens de son siècle, prend la question au sérieux. En 1871, lors d'un discours retentissant devant l'Association britannique pour l'avancement de la science, il propose que des germes de vie aient pu être transportés sur Terre par des météorites, réchappant ainsi aux impacts violents grâce à leur solidité et leur résistance. C'est la première formulation moderne de ce qu'on appellera plus tard la lithopanspermie. Ses collègues l'écoutent avec respect, mais aussi avec scepticisme. Comment des organismes vivants pourraient-ils survivre au froid, au vide et au rayonnement de l'espace interstellaire ? Quelques décennies plus tard, c'est un chimiste suédois nommé Svante Arrhenius qui va cristalliser la théorie et lui donner son nom définitif. Arrhenius est déjà célèbre pour ses travaux sur la conductivité des électrolytes et les effets des gaz à effet de serre. Il sera lauréat du prix Nobel de chimie en 1903. En 1908, dans un livre intitulé Worlds in the Making, il formalise l'hypothèse de la panspermie telle qu'on la comprend aujourd'hui. Sa proposition, des spores microscopiques, légères comme des plumes, pourraient être propulsés hors d'une planète habitée
par la pression de la lumière des étoiles, un phénomène réel et mesurable que son contemporain le physicien russe Lebedev venait de confirmer expérimentalement. Ces spores voyageraient dans l'espace interstellaire jusqu'à trouver une nouvelle planète habitable. La beauté de l'idée d'Arrhenius, c'est qu'elle repose sur de la vraie physique. La lumière exerce une pression. Les particules suffisamment petites peuvent être poussées par cette pression à des vitesses considérables. Cela n'est pas de la métaphysique, c'est de la mécanique. Mais les critiques arrivent rapidement. Les chercheurs calculent que des spores exposées au rayonnement ultraviolet de l'espace, sans protection, seraient détruites en quelques jours, voire quelques heures. La lumière qui pousse est aussi la lumière qui tue. La radiopanspermie d'Arrhenius semble se heurter à un mur physique insurmontable. L'idée est mise de côté pendant des décennies. On développe d'autres théories pour la biogénèse, la soupe primordiale d'Oparine et Haldane dans les années 20, puis la célèbre expérience de Miller et Urey en 1953, qui synthétise des acides aminés à partir des gaz supposés de l'atmosphère primitive. La vie terrestre semble pouvoir se suffire à elle-même. La panspermie reste une curiosité historique, une idée romantique mais peu rigoureuse. Du moins, c'est ce qu'on pense jusqu'à ce que des questions de plus en plus précises commencent à se poser sur les limites de la biogénèse, et jusqu'à ce qu'un groupe de scientifiques décide de regarder les choses sous un angle radicalement différent, en distinguant non pas une panspermie, mais plusieurs formes possibles, chacune avec ses mécanismes propres, ses contraintes propres et ses chances de survie propres. Pour comprendre la panspermie comme la science l'envisage aujourd'hui, il faut sortir de l'idée d'une théorie unique et monolithique. Ce n'est pas une seule hypothèse, c'est une famille d'hypothèses, chacune proposant un mécanisme différent pour le même résultat, la vie, ou ses briques, voyageant d'un monde à l'autre. La première forme, la plus ancienne et la plus romantique, c'est la radiopanspermie, l'idée qu'Arrhenius avait défendue en 1908. Des spores microscopiques, de la taille d'une bactérie ou plus petite encore, chassées par la pression lumineuse d'une étoile comme des grains de pollen par le vent. Elles traversent l'espace interstellaire pendant des milliers voire des millions d'années, jusqu'à trouver une planète assez clémente pour les accueillir. Le problème est connu depuis longtemps. Le rayonnement cosmique est brutal. Les ultraviolets déchirent les molécules organiques. Le froid proche du zéro absolu fiche tout, mais sans nécessairement tuer. Certains organismes survivent à la congélation extrême. Le vrai danger, c'est le rayonnement. Des expériences ont montré que des spores nues, exposées au vide de l'espace sans protection, sont détruites rapidement. Cependant, la radiopanspermie n'est pas complètement morte. Si les spores voyagent à l'intérieur de grains de poussière cosmique, ou si elles bénéficient d'une protection même minimale, un grain de glace, une couche de matière organique polymérisée, leur durée de survie possible augmente de manière spectaculaire. Et quelques chercheurs continuent de penser que des organismes aux propriétés de résistance extraordinaires pourraient, dans les bonnes conditions, traverser des distances interstellaires. Pas tous, pas la plupart, mais quelques-uns. La deuxième forme est aujourd'hui la plus étudiée et la plus soutenue scientifiquement. C'est la lithopanspermie, le transport de la vie dans des roches. Le scénario est le suivant. Un astéroïde ou une comète percute une planète avec suffisamment de force pour éjecter des fragments rocheux dans l'espace à grande vitesse. Des organismes vivant dans ces roches, des bactéries logées dans des fissures, des spores enfouis en profondeur, sont propulsés dans l'espace, protégés par la roche qui les entoure. Ils dérivent pendant des années, des siècles, des millions d'années si nécessaire, jusqu'à être capturés par la gravité d'une autre planète et s'y écraser. Ce scénario n'est plus hypothétique dans ses grandes lignes. Nous savons avec certitude que des roches martiennes ont atterri sur Terre. Nous en avons trouvé en Antarctique, identifiées par leur composition chimique et la présence de gaz correspondant exactement à l'atmosphère martienne. Nous savons que les impacts d'astéroïdes peuvent éjecter des fragments rocheux à des vitesses suffisantes pour échapper à la gravité d'une planète. Ce qui reste à prouver, c'est que des organismes vivants peuvent survivre à l'ensemble du voyage. L'éjection, le transit dans l'espace, la rentrée atmosphérique et l'impact final. Nous reviendrons sur les expériences récentes qui commencent à apporter des réponses troublantes à cette question. La troisième forme de panspermie est la plus audacieuse, la plus controversée aussi. C'est la panspermie dirigée, l'idée que la vie sur Terre n'est pas arrivée par accident, mais délibérément, qu'une intelligence, quelque part dans l'univers, a intentionnellement ensemencé notre planète. Cette idée n'a pas été proposée par un mystique ou un théologien. Elle a été formulée en 1973 par Francis Crick, le même Francis Crick qui avait co-découvert la structure en double hélice de l'ADN 20 ans plus tôt, l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la biologie, et par son collègue Leslie Orgel, chimiste spécialiste des origines de la vie. Dans un article publié dans la revue Icarus,
Crick et Orgel proposaient que l'hypothèse d'une civilisation extraterrestre avancée, ayant envoyé des micro-organismes vers la Terre, ne pouvait être exclue sur la base des données disponibles. Leur raisonnement était fondé sur 2 constats. D'abord, la biogénèse semblait difficile à concilier avec la rapidité d'apparition de la vie sur Terre. Ensuite, la sophistication du code génétique, identique chez tous les êtres vivants sur Terre, d'une universalité qui défie les probabilités, semblait pointer vers une origine unique, peut-être artificielle. Il ne disait pas que c'était vrai, il disait que la science ne pouvait pas l'écarter. Orgel lui-même était moins convaincu que Crick et reconnaissait le caractère spéculatif de la proposition. Crick, lui, revenait régulièrement à cette idée au cours de sa carrière. Il faisait notamment remarquer que, si des bactéries pouvaient survivre des millénaires dans l'espace, une civilisation suffisamment avancée pourrait théoriquement envoyer une fusée chargée de micro-organismes vers des systèmes stellaires prometteurs, ce qu'il appelait l'ensemencement dirigé. Précisons immédiatement, la panspermie dirigée reste une hypothèse hautement spéculative. Elle ne bénéficie d'aucune preuve concrète. Elle pose plus de questions qu'elle n'en résout, car si une civilisation extraterrestre nous a ensemencés, d'où venait cette civilisation? Et qui l'avait ensemencée elle? Le problème n'est pas résolu, il est déplacé. Mais le fait que Francis Crick, l'un des biologistes les plus rigoureux du XXe siècle, ait jugé nécessaire de la prendre au sérieux, dit quelque chose sur la profondeur du mystère qu'elle cherche à adresser. Ces 3 formes de panspermie partagent une même question fondamentale. Est-ce que la vie peut survivre au voyage? Est-ce que des organismes, ou même des molécules organiques complexes, peuvent résister aux conditions de l'espace, traverser des distances astronomiques et arriver intactes sur une planète lointaine? Et c'est là qu'une roche tombée dans un champ australien en septembre 1969 est venue changer complètement la donne. Le 28 septembre 1969, peu après minuit, les habitants de la petite ville de Murchison, à une centaine de kilomètres au nord de Melbourne en Australie, entendent une série de détonations dans le ciel nocturne. Une lumière traverse l'atmosphère, laissant une traînée de fumée. Puis, des fragments rocheux commencent à tomber dans les champs, les jardins, sur les routes. La chute de la météorite de Murchison est, avec le recul, l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'astrobiologie, même si personne ne le savait encore. La rapidité de la collecte des fragments, combinée avec la chance d'un contexte scientifique exceptionnel, les laboratoires de la NASA étaient à ce moment-là équipés pour analyser des échantillons extraterrestres car Apollo 11 venait d'avoir lieu 2 mois plus tôt, allait permettre une analyse d'une précision inégalée. Ce que les chercheurs y ont trouvé a renversé beaucoup de certitudes. La météorite de Murchison est une chondrite carbonée, un type de roche particulièrement primitif qui n'a pratiquement pas changé depuis la formation du système solaire. Et dans cette roche, les chimistes ont commencé à trouver des molécules organiques. Pas quelques-unes, des milliers, des dizaines de milliers. Les analyses les plus récentes, utilisant des instruments d'une sensibilité extraordinaire, ont identifié jusqu'à plusieurs millions de compositions moléculaires différentes dans un seul fragment. Mais ce qui a frappé le monde scientifique dès les premières analyses dans les années 70, c'est la présence d'acides aminés. Plus de 70 types différents d'acides aminés ont été identifiés dans la météorite de Murchison. Parmi eux, 8 sont exactement ce que la vie terrestre utilise pour construire ses protéines. La glycine, l'alanine, la valine, la leucine, l'isoleucine, la proline, l'acide aspartique et l'acide glutamique. Ces molécules sont les briques fondamentales de toutes les protéines connues sur Terre. Arrêtons-nous un instant sur ce que ça signifie. Les acides aminés ne sont pas de simples molécules quelconques. Sur Terre, on les trouve essentiellement dans les êtres vivants, dans leurs protéines et les vestiges de leur décomposition. Les trouver dans une roche qui vient d'arriver de l'espace interstellaire, c'est découvrir que la chimie de la vie ne nous appartient pas. Elle existe au-delà de nous. Elle se fabrique dans le cosmos sans que la vie soit nécessaire pour la produire. Mais il y a plus. Dans la météorite de Murchison, les chercheurs ont également trouvé des purines et des pyrimidines, les 4 lettres de l'alphabet de l'ADN et de l'ARN. Adénine, guanine, cytosine, uracile. Les bases azotées qui encodent toute l'information génétique de chaque être vivant sur Terre étaient là, dans ce caillou tombé du ciel. Puis, des décennies après la chute initiale, des analyses encore plus poussées ont révélé la présence de ribose, le sucre spécifique qui constitue l'épine dorsale de l'ARN. Et l'ARN est probablement le premier système moléculaire de la vie. Avant l'ADN, avant les protéines telles qu'on les connaît aujourd'hui, il y avait peut-être un monde à ARN. La météorite de Murchison contenait donc, en concentration certes infime mais réelle, quasiment toutes les briques moléculaires nécessaires à la construction d'une cellule vivante.
Mais la vraie question est immédiatement venue. Est-ce que ces molécules n'ont pas été contaminées après l'atterrissage ? La roche a touché le sol australien. Elle a été en contact avec l'air, la pluie, les mains des gens qui l'ont ramassée. Est-ce que ces acides aminés ne sont pas tout simplement des molécules terrestres qui ont migré dans la roche ? C'est une critique légitime, et les scientifiques l'ont prise très au sérieux. Plusieurs éléments permettent cependant d'écarter l'hypothèse de la contamination pour la grande majorité des molécules analysées. Premièrement, parmi les 70 acides aminés trouvés dans Murchison, une cinquantaine n'existe pas dans la nature terrestre. Ce sont des structures que la vie sur Terre ne produit pas et n'a jamais produites. Des formes inconnues, extraterrestres dans le sens le plus littéral du terme. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus convaincant, les acides aminés de la météorite de Murchison présentent une signature isotopique caractéristique d'une origine extraterrestre. La composition en atomes lourds, carbone 13, azote 15, deutérium, est très différente de celle des molécules terrestres et correspond à ce qu'on attendrait d'une chimie formée dans le milieu interstellaire. Pourtant, une ombre subsistait. Toutes les météorites, une fois tombées sur Terre, passent du temps en contact avec notre biosphère. Même Murchison, collecté rapidement, avait traversé l'atmosphère, touché le sol. Pour lever définitivement le doute, il faudrait analyser des échantillons n'ayant jamais touché la Terre, des échantillons directement prélevés dans l'espace. Et c'est précisément ce qu'une sonde japonaise a accompli, avec des résultats qui ont fait l'effet d'un séisme dans la communauté scientifique. Le 5 décembre 2020, une capsule de l'agence spatiale japonaise pénètre dans l'atmosphère terrestre à grande vitesse et se pose dans le désert australien de Woomera. À l'intérieur, 5,4 grammes de poudre et de particules, un peu plus qu'une cuillère à café de matière. Mais cette matière est peut-être la plus précieuse jamais ramenée sur Terre par une mission spatiale. Elle provient de Ryugu. En japonais, Ryugu signifie le palais du dragon, un nom tiré d'un conte folklorique où un pêcheur descend au fond de l'océan et visite un château magique. L'astéroïde Ryugu orbite à quelques 350 millions de kilomètres de la Terre. C'est un astéroïde de type C, carboné, ce qui signifie qu'il est l'une des classes d'objets les plus primitives du système solaire, formés à partir des mêmes matériaux que ceux qui ont donné naissance au Soleil et aux planètes il y a 4 milliards 600 millions d'années. Il n'a pratiquement pas changé depuis. C'est une capsule temporelle de la chimie du tout début. La sonde Hayabusa 2 de la JAXA a passé 1 an et demi à orbiter autour de Ryugu, à l'analyser, à y poser des instruments et à prélever 2 fois des échantillons, une fois en surface, une fois dans le sous-sol de l'astéroïde, en utilisant un impacteur à haute vitesse pour creuser un cratère artificiel et collecter de la matière vierge de tout contact avec le rayonnement spatial en surface. Les échantillons ont été placés dans un conteneur scellé, hermétiquement isolé de tout contact avec l'atmosphère terrestre pendant le voyage retour. Quand les équipes scientifiques ont ouvert les capsules et commencé les analyses, la liste des découvertes était stupéfiante. Dans ces quelques grammes de poussière d'astéroïdes n'ayant jamais touché la Terre, n'ayant jamais été en contact avec la moindre molécule terrestre, les chercheurs ont identifié 20 types différents d'acides aminés. Parmi eux, des acides aminés essentiels, des molécules que le corps humain ne peut pas synthétiser lui-même et doit obligatoirement trouver dans son alimentation, comme l'isoleucine et la valine. Mais ce qui a peut-être le plus surpris les scientifiques, c'est la découverte d'uracile. L'uracile est l'une des 4 bases de l'ARN, l'équivalent de la thymine dans l'ADN, mais spécifique à l'ARN. C'est une molécule directement impliquée dans le stockage et la transmission de l'information génétique. La retrouver dans un astéroïde carboné primitif, dans des échantillons sans aucune contamination terrestre possible, est d'une portée considérable. Elle rejoint la glycine, l'adénine, la guanine, la cytosine et d'autres molécules déjà identifiées dans des météorites sur Terre, mais cette fois avec la certitude absolue qu'elles viennent de l'espace. Les chercheurs ont également trouvé de l'acide nicotinique, la vitamine B3, ainsi que des centaines d'autres composés organiques, des amines, des acides carboxyliques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. La diversité chimique de ces échantillons est comparable à celle des meilleurs chondrites carbonés étudiés sur Terre, mais sans le moindre soupçon de contamination. Ce que les échantillons de Ryugu ont démontré avec une clarté implacable, c'est que la chimie de la vie n'est pas une propriété exclusive de la Terre. Ces molécules se forment dans l'espace, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions terrestres, à partir de réactions chimiques purement abiotiques, sans vie. La matière organique complexe est une caractéristique fondamentale de l'univers, pas une anomalie locale. Et si ces molécules se forment sur les astéroïdes, elles se forment également ailleurs, sur des comètes, dans des nuages moléculaires interstellaires, partout où la chimie du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène peut se déployer.
ce qui, dans l'univers, représente des conditions très répandues. Ryugu a fermé la porte sur le débat de la contamination. Mais la question suivante s'est immédiatement posée. Si les briques sont là, dans l'espace, est-ce que des objets encore plus proches de nous, des objets qui visitent régulièrement notre système solaire depuis des milliards d'années, portent les mêmes trésors, des objets dont certains ont peut-être directement percuté la Terre primitive, livrant leur cargaison de chimie organique à la surface de notre planète naissante? La réponse est venue d'une mission qui allait se poser directement sur l'une de ces voyageuses glacées pour en analyser l'haleine de près. En 2004, la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne quitte la Terre. Sa destination, une comète nommée 67P/Churyumov-Gerasimenko, ou Tchouri, comme les scientifiques la surnomment affectueusement, parce que le nom complet est un défi pour toute langue humaine. La sonde va mettre 10 ans à l'atteindre. 10 ans de voyage dans le froid interplanétaire pour rejoindre un objet de la taille d'une petite ville. Une masse de glace et de poussière formée au tout début du système solaire et conservée depuis dans les régions glacées au-delà de Jupiter. Les comètes sont des objets fascinants pour une raison simple. Elles sont vieilles. Pas vieilles comme la Terre ou la Lune, vieilles comme le commencement. Certaines comètes sont des fragments quasi intacts du nuage de gaz et de poussière qui a précédé notre système solaire. Des échantillons congelés de chimie primordiale qui n'ont pratiquement pas évolué depuis 4,6 milliards d'années. Et depuis des décennies, les astronomes détectent à distance des signatures de molécules organiques dans les comètes. Mais détecter à distance n'est pas la même chose qu'analyser de près. Rosetta, elle, analyse de près. À partir d'août 2014, la sonde se met en orbite autour de Tchouri, la première sonde de l'histoire à accompagner une comète dans son voyage autour du Soleil. Elle la photographie, la cartographie et surtout, elle la renifle. L'instrument Rosina, un spectromètre de masse d'une extrême sensibilité, aspire littéralement l'enveloppe gazeuse qui s'échappe du noyau cométaire à mesure que la chaleur du Soleil sublime sa glace. Et dans cette haleine glacée, les chercheurs trouvent de la glycine. La glycine est l'acide aminé le plus simple qui soit. C'est le plus petit, le plus léger, le premier qui se forme dans presque n'importe quelle simulation de chimie prébiotique. Et c'est le premier acide aminé jamais détecté sans ambiguïté dans une comète. L'annonce est publiée en mai 2016 dans la revue Science Advances, sous la direction de Katrin Altweg de l'Université de Berne. La détection avait été faite en octobre 2014, pendant les premiers mois d'orbite autour de Tchouri. Mais les chercheurs avaient pris le temps de tout vérifier, tout recalculer, tout reanalyser avant de publier. La glycine n'était pas seule. Rosina avait également détecté du phosphore, l'élément chimique qui constitue l'épine dorsale de l'ADN et de l'ARN. Le même phosphore qui relie les nucléotides entre eux dans chaque cellule vivante sur Terre. Et des méthylamines, des éthylamines, des molécules précurseurs d'acides aminés plus complexes, et des composés soufrés, et des alcools. La liste des molécules organiques identifiées dans l'environnement de Tchouri ne cesse de s'allonger à chaque nouvelle analyse des données de la mission. Voilà ce que nous savons maintenant. Une comète formée au début du système solaire, conservée dans le froid depuis des milliards d'années, transporte de la glycine, du phosphore et une chimie organique d'une richesse qu'on n'imaginait pas. Et Tchouri n'est pas une exception. C'est une comète parmi des milliards. Dans notre seule galaxie, on estime que des dizaines de milliards de comètes circulent entre les étoiles ou dans les nuages d'Oort qui entourent les systèmes stellaires. Chacune est une bibliothèque de chimie prébiotique en déplacement perpétuel. La Terre n'est pas tombée dans un espace vide. Elle s'est formée et continue d'évoluer dans une galaxie saturée de molécules organiques. Maintenant, la vraie question est celle-ci. Est-ce que ces molécules sont arrivées jusqu'à nous en quantité suffisante pour changer le cours de l'évolution terrestre? Et surtout, à quel moment de l'histoire de la Terre ce bombardement a-t-il été le plus intense? La réponse à ces deux questions se trouve dans l'un des événements les plus cataclysmiques que notre planète ait jamais connu. Revenons en arrière, très en arrière. Nous sommes il y a environ 4 milliards d'années, peut-être un peu plus. Le système solaire est encore jeune, les planètes se sont formées, mais elles ne sont pas encore complètement stabilisées sur leurs orbites. Et quelque chose va changer, de façon dramatique. Jupiter et Saturne, les deux géantes gazeuses dont la masse combinée dépasse celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies, commencent à migrer. Leurs orbites évoluent lentement, sur des millions d'années, guidées par les interactions gravitationnelles complexes entre toutes les planètes. Et cette migration a des conséquences dévastatrices pour tout ce qui se trouve dans les ceintures d'astéroïdes et dans les régions glacées au-delà de Neptune. Imaginez un billard géant. Vous frappez une bille au centre et les billes autour sont projetées dans toutes les directions. C'est exactement ce qui se passe quand Jupiter et Saturne changent d'orbite.
Leur champ gravitationnel perturbe les trajectoires de millions, voire de milliards d'astéroïdes et de comètes. Certains sont éjectés hors du système solaire, d'autres sont précipités vers le centre, vers les planètes rocheuses, dont la Terre. Le résultat ? Une période de bombardement d'une intensité extraordinaire, que les géologues et les planétologistes appellent le grand bombardement tardif, ou en anglais, Late Heavy Bombardment. En regardant la surface de la Lune, on voit encore ces traces. Ces immenses bassins d'impact qui couvrent l'hémisphère nord, creusés par des objets de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Mais les estimations actuelles suggèrent que la Terre a reçu encore plus que la Lune, proportionnellement à sa plus grande taille et à sa plus grande masse. Ce modèle est connu sous le nom de modèle de Nice, du nom de la ville où les astronomes qui l'ont développé travaillaient, et il a transformé notre compréhension du système solaire primitif. Il explique des dizaines d'anomalies dans la distribution actuelle des astéroïdes, dans les caractéristiques des orbites des planètes extérieures et dans la composition de surface de la Lune. Mais pour l'astrobiologie, ce qui compte, c'est ce que ces comètes et ces astéroïdes transportaient avec eux. Si Ryugu et Murchison contiennent des acides aminés, des bases nucléiques, du ribose, alors tous les objets du même type qui s'écrasaient sur la Terre primitive pendant le grand bombardement transportaient les mêmes molécules. Et pendant cette période, le flux de matière tombant sur la Terre était des dizaines de milliers de fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Des millions de tonnes de matière organique livrées directement à la surface d'une planète qui commençait tout juste à développer des océans stables. Voilà ce que certains chercheurs appellent le courrier cosmique. Une livraison massive, violente, répétée, de chimie prébiotique. Des briques de la vie tombant du ciel comme une pluie interminable. Et peut-être, pas seulement des briques. Peut-être aussi des bâtisseurs. Le débat sur l'existence et l'intensité du grand bombardement tardif est en réalité encore ouvert. Certains chercheurs pensent qu'il n'y a pas eu de pic soudain d'impact, mais plutôt un déclin progressif du bombardement depuis la formation des planètes, sans cataclysme particulier. D'autres maintiennent qu'un pic réel existe, attesté par les signatures isotopiques des roches lunaires rapportées par Apollo. Ce que tout le monde s'accorde à dire, en revanche, c'est que la Terre primitive a été bombardée de façon intense, et que ce bombardement a apporté des quantités massives de matière organique sur la planète naissante. Mais transportait-il aussi de la vie ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre une chose fondamentale. Est-ce qu'un organisme vivant peut réellement survivre à ce genre de voyage ? Pas juste à quelques heures dans l'espace, pas à une expérience contrôlée en laboratoire, mais à l'intégralité du processus. Éjection depuis une planète, transit dans l'espace pendant des millions d'années, puis impact sur une nouvelle planète ? La réponse est moins évidente qu'on pourrait le croire. Et elle est venue d'une bactérie qui a décidé de rendre la vie impossible à la mort. Son nom officiel est Deinococcus radiodurans. Son surnom populaire est Conan la bactérie. Les microbiologistes qui travaillent avec elle depuis des décennies disent, avec une légèreté qui cache beaucoup de stupéfaction, qu'elle résiste à peu près à tout. Ce n'est pas une exagération. Deinococcus radiodurans a été découvert par accident en 1956 dans des boîtes de conserve de viande qu'on pensait avoir stérilisées aux rayons gamma. Les boîtes avaient été exposées à des doses de rayonnement suffisantes pour tuer n'importe quel organisme vivant connu à l'époque. Des doses plusieurs centaines de fois supérieures à celles qui seraient mortelles pour un être humain. La viande à l'intérieur avait pourri quand même. Les bactéries avaient survécu. Depuis, les chercheurs ont multiplié les expériences pour trouver les limites de cette bactérie. Elle résiste à des doses de rayonnement ionisant des milliers de fois supérieures à la dose létale humaine. 10 fois plus que les autres organismes extrêmement résistants aux radiations. Elle survit au vide spatial. Elle survit à la dessiccation complète. Elle survit à des températures extrêmes, en positif comme en négatif. Elle survit à l'exposition aux ultraviolets. Elle survit à des environnements chimiques qui détruiraient la quasi-totalité des formes de vie connues. Le mécanisme de cette résistance extraordinaire est maintenant bien compris. Deinococcus radiodurans possède plusieurs copies de son génome dans chaque cellule, parfois jusqu'à 10 copies. Quand les rayonnements brisent l'ADN en centaines de fragments simultanément, la bactérie utilise ces copies supplémentaires comme gabarit pour reconstruire le génome complet en quelques heures. Elle possède également un arsenal enzymatique de réparation de l'ADN d'une efficacité sans équivalent dans le monde du vivant. Et ces protéines sont protégées par des concentrations élevées de manganèse qui les blindent contre les dommages oxydatifs causés par les radiations. En d'autres termes, Deinococcus radiodurans est une machine à survivre. Mais la vraie question n'est pas de savoir si elle résiste en laboratoire. La vraie question, c'est de savoir si elle peut résister dans l'espace, dans les conditions réelles du voyage interplanétaire. Et c'est là qu'intervient l'expérience Tanpopo.
De 2015 à 2018, une équipe de scientifiques japonais a fixé des échantillons de Deinococcus radiodurans sur la paroi extérieure de la Station spatiale internationale. Ces bactéries, organisées en microcolonies d'environ 1 mm d'épaisseur, ont passé 3 ans dans le vide spatial, exposées au rayonnement cosmique, aux ultraviolets non filtrés du Soleil, au cycle de température entre moins 120 et plus 150 degrés. Quand les échantillons ont été récupérés et analysés, les résultats ont surpris même les chercheurs les plus optimistes. Les bactéries à l'intérieur des colonies, protégées par leurs congénères mortes en surface, qui formaient un bouclier organique naturel, étaient vivantes. Pas toutes, mais suffisamment pour être réhydratées, cultivées et vérifiées comme pleinement fonctionnelles. Une population de bactéries avait survécu 3 ans dans l'espace. L'étude, publiée dans la revue Microbiome en 2020, modifiait les estimations précédentes de façon significative. Les chercheurs ont calculé que des colonies de taille similaire mais plus épaisses, comme celles qui se formeraient naturellement sur une roche ou dans un grain de poussière cométaire, pourraient potentiellement survivre plusieurs siècles dans l'espace. Peut-être des millénaires, peut-être plus longtemps encore, si les conditions le permettent. Les tardigrades, ces minuscules animaux de 8 pattes parfois appelés oursons d'eau, offrent une perspective encore différente. Ces créatures d'environ 1/2 millimètre peuvent entrer dans un état de dormance quasi totale qu'on appelle la cryptobiose, dans lequel leur métabolisme s'arrête complètement. En cryptobiose, les tardigrades survivent à la dessiccation totale, au vide spatial, au rayonnement ionisant intense, à des températures proches du zéro absolu. Des expériences menées sur la Station spatiale internationale ont confirmé leur survie à une exposition directe à l'espace, y compris au rayonnement ultraviolet, du moins pour certaines espèces et dans certaines conditions. Ils ne sont pas immortels en cryptobiose, mais leur durée de survie potentielle dans l'espace se compte en décennies, voire en siècles pour certains scénarios. Ce que toutes ces découvertes suggèrent ensemble, c'est que la résistance à l'espace n'est pas une capacité réservée à quelques bactéries de laboratoire soigneusement sélectionnées. C'est une propriété qui existe dans la biosphère terrestre, que la vie a développée, probablement pour d'autres raisons, comme la résistance à la sécheresse ou aux radiations naturelles, mais qui se trouve aussi, par coïncidence, parfaitement adaptée aux conditions du voyage spatial. La résistance est là, la chimie organique est là dans l'espace. Mais le voyage lui-même, l'éjection depuis une planète, le transit, l'atterrissage, est-il réellement possible sans tuer tout organisme à bord ? C'est exactement la question qu'une équipe de chercheurs de Johns Hopkins a décidé de tester avec une précision expérimentale remarquable. En mars 2026, une équipe de l'université Johns Hopkins publie dans la revue PNAS Nexus les résultats d'une expérience dont la conception est aussi élégante qu'inquiétante dans ses implications. Lily Zhao et Katie Ramesh, spécialistes en mécanique des matériaux et en biophysique des chocs, ont voulu répondre à une question précise. Est-ce qu'une bactérie, logée à l'intérieur d'une roche, peut survivre aux pressions extraordinaires générées par l'impact d'un astéroïde sur une planète, l'impact qui éjecte cette roche dans l'espace? Pour le comprendre, il faut visualiser ce qui se passe lors d'un impact planétaire. Un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre s'écrase sur la surface martienne à une vitesse de plusieurs kilomètres par seconde. L'énergie libérée en une fraction de seconde est comparable à des millions de bombes nucléaires. L'onde de choc se propage dans la roche environnante comme un coup de poing dans de la pâte à modeler. Les roches proches de l'impact sont pulvérisées. Celles à quelques kilomètres de distance sont brisées et éjectées. Certaines, situées à la bonne distance et selon le bon angle, sont propulsées à des vitesses suffisantes pour échapper à la gravité martienne et partir en orbite autour du Soleil. La pression maximale que subissent ces roches pendant l'éjection peut atteindre plusieurs gigapascales, des dizaines de milliers de fois la pression atmosphérique terrestre. C'est la pression qu'on trouve au fond de l'océan, multipliée par des centaines. Est-ce que quelque chose peut survivre à ça ? L'équipe de Johns Hopkins a compressé des cultures de Deinococcus radiodurans dans des appareils de choc à haute pression, en simulant les pressions d'éjection depuis Mars. Résultat, la bactérie survit à des pressions de 3 gigapascales, une pression qui écraserait n'importe quel métal ordinaire comme du papier d'aluminium. À des pressions encore plus élevées, la survie diminue mais ne tombe jamais à zéro dans les conditions expérimentales testées. Certains individus survivent à des pressions que les chercheurs eux-mêmes avaient du mal à croire compatibles avec la vie. Ce résultat, combiné avec ce qu'on sait déjà, commence à dessiner un tableau cohérent. Les roches martiennes arrivent sur Terre, c'est prouvé par les météorites antarctiques. Les organismes résistants peuvent survivre à l'éjection, c'est ce que dit l'étude de Johns Hopkins.
Ils peuvent survivre à l'espace pendant des durées significatives, c'est ce que dit Tan Popo. Et la rentrée atmosphérique, c'est le problème restant. Là, la physique joue en faveur des voyageurs. Une roche qui rentre dans une atmosphère à grande vitesse est certes freinée par la résistance de l'air, ce qui génère une chaleur considérable en surface, mais l'intérieur de la roche, à quelques centimètres sous la surface, reste remarquablement froid pendant tout le processus. La surface brûle et s'ablate, emportant la chaleur avec elle. C'est exactement le même principe que les boucliers thermiques des capsules spatiales. Le matériau extérieur se vaporise pour protéger ce qui est à l'intérieur. Une roche d'une cinquantaine de centimètres de diamètre peut traverser une atmosphère en conservant son intérieur à des températures modérées, en dessous de 100 degrés, parfois bien moins. Des organismes logés à l'intérieur de cette roche ne seraient jamais exposés aux températures exterminantes de la rentrée atmosphérique. Ils arriveraient, si l'on peut dire, en première classe. La lithopanspermie n'est plus une hypothèse abstraite. C'est un scénario dont chaque étape a été testée, validée ou est en passe de l'être. Les échanges de matière entre planètes sont réels. La résistance des organismes aux conditions spatiales est réelle. La protection par la roche lors de la rentrée est réelle. Ce qui reste à prouver, et c'est une question de taille, c'est que des organismes vivants se trouvaient bien dans les roches au moment de l'éjection. C'est une question à laquelle une seule météorite, trouvée dans la glace antarctique, a semblé répondre de façon explosive un soir d'août 1996. Le 7 août 1996, le directeur de la NASA, Daniel Goldin, tient une conférence de presse qui va faire le tour du monde. Aux côtés de lui, David McKay, géologue de la NASA, et une équipe de chercheurs présentent leurs travaux sur une météorite découverte en Antarctique 12 ans plus tôt. Son nom de code, ALH 84001. Cette roche avait été trouvée dans les glaces du champ d'Allan Hills en 1984 par une équipe de collecte de météorites. Elle était connue depuis une dizaine d'années pour être d'origine martienne. Sa composition chimique correspondait exactement aux mesures de l'atmosphère martienne effectuées par les sondes Viking dans les années 70. Elle avait quitté Mars il y a environ 16 millions d'années, à la suite d'un impact d'astéroïdes, avait erré dans l'espace pendant tout ce temps et avait atterri sur Terre il y a 13 000 ans. Ce n'était pas la première météorite martienne trouvée sur Terre. Une douzaine d'autres avaient déjà été identifiées. Mais c'était la plus ancienne, la plus riche scientifiquement et la plus difficile à analyser. Ce soir de 1996, McKay et son équipe présentaient leurs conclusions. À l'intérieur d'ALH 84001, ils avaient trouvé des traces potentielles de vie martienne ancienne. Leur dossier reposait sur plusieurs éléments. Des structures tubulaires microscopiques, entre 20 et 100 nanomètres de longueur, qui ressemblaient morphologiquement à des nanobactéries fossilisées. Des carbonates formés dans des conditions de température compatibles avec la vie. Des composés organiques, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, présents en concentration plus élevée à l'intérieur de la météorite qu'en surface, suggérant une origine interne plutôt qu'une contamination terrestre. Et surtout, des cristaux de magnétite, un oxyde de fer, dont la forme et la pureté cristalline étaient identiques à celles produites par des bactéries magnétotactiques terrestres et différentes de ce que les processus chimiques inorganiques produisent habituellement. Le président Clinton lui-même fit une déclaration depuis la Maison-Blanche ce soir-là. Les journaux du monde entier titrèrent sur la vie sur Mars. La NASA reçut des milliers de lettres et d'emails. L'enthousiasme était immense. Puis, la controverse commença. Dans les mois et les années qui suivirent, des dizaines d'équipes scientifiques indépendantes analysèrent ALH 84001 sous toutes les coutures, et les critiques s'accumulèrent. Les structures tubulaires, d'abord, à 20 nanomètres, elles étaient 100 fois plus petites que la plus petite bactérie connue. Des chercheurs soutinrent qu'un organisme de cette taille ne pouvait pas contenir suffisamment de matière biologique pour fonctionner comme une cellule vivante. D'autres montrèrent que des processus chimiques purement abiotiques pouvaient produire des structures similaires. Les carbonates, ensuite, des analyses plus précises, suggérèrent qu'ils s'étaient peut-être formés à des températures bien plus élevées que ce que la vie peut supporter. Les hydrocarbures aromatiques, ils pouvaient provenir d'une contamination terrestre lors des 13 000 ans passés dans la glace antarctique. Aujourd'hui, la grande majorité des scientifiques considèrent que les preuves avancées par McKay en 1996 n'étaient pas suffisantes pour conclure à l'existence de vie martienne dans ALH 84001. Ce n'est pas que ces preuves étaient fausses, c'est qu'elles admettaient des explications non biologiques qui n'ont pas pu être écartées, sauf pour un élément, les cristaux de magnétite. 25 ans après la conférence de presse de 1996, une proportion significative de ces cristaux, environ un quart selon les dernières analyses, présente toujours des caractéristiques que les chercheurs peinent à expliquer par des processus chimiques inorganiques. Leur pureté, leur forme en chaîne,
leur orientation cristallographique correspondent de façon troublante aux chaînes de magnétite produites par les bactéries magnétotactiques terrestres pour se repérer dans le champ magnétique. Ces bactéries utilisent ces cristaux comme une boussole interne, et certains de ces cristaux, dans ALH 84001, ressemblent tellement aux cristaux biologiques qu'une petite équipe de chercheurs continue, encore aujourd'hui, à soutenir que seule une origine biologique peut les expliquer. La question reste ouverte, pas largement ouverte. La majorité de la communauté scientifique penche vers l'explication abiotique, mais pas complètement fermée non plus. ALH 84001 a enseigné quelque chose d'important. Nos outils d'analyse ont des limites. Distinguer une trace chimique d'une trace biologique dans une roche vieille de plusieurs milliards d'années, qui a traversé l'espace et a passé des millénaires dans la glace, est un exercice aux frontières de la résolution analytique disponible. Et ces limites ne sont pas seulement un problème pour ALH 84001, elles sont un problème fondamental pour toute la question de la panspermie. Parce que même si la vie a voyagé dans des roches, même si des organismes sont arrivés sur Terre il y a 4 milliards d'années, la signature de cet événement serait extraordinairement difficile à retrouver dans le registre géologique. La Terre a refaçonné sa surface des dizaines de fois depuis. Elle a recyclé ses roches, fondu ses croûtes, érodé ses reliefs. Les témoins de cette époque sont rares, dispersés, à moitié effacés. C'est peut-être pour ça que certains chercheurs ont cherché les preuves non pas dans les roches, mais dans les étoiles, dans les comètes, dans l'espace interstellaire lui-même. Et deux d'entre eux, un astrophysicien brillant et provocateur et son collaborateur, ont construit une vision de l'univers où la vie n'est pas l'exception locale qu'on croit, mais le fond de décor permanent d'une galaxie entière. Fred Hoyle n'était pas un homme ordinaire. Né en 1915 dans le Yorkshire, il est l'un des astrophysiciens les plus brillants et les plus iconoclastes du XXe siècle. C'est lui qui, en 1957, avec William Fowler et les époux Burbidge, a expliqué comment presque tous les éléments chimiques de l'univers, le carbone, l'oxygène, le fer, l'azote, se fabriquent à l'intérieur des étoiles. Ce travail vaut à Fowler le prix Nobel de physique en 1983. Hoyle, écarté pour des raisons qui restent controversées, n'en reçoit pas, mais sa contribution fondamentale est universellement reconnue dans la communauté scientifique. C'est aussi Hoyle qui, en 1949, a inventé par dérision le terme Big Bang dans une émission de radio de la BBC. Il était convaincu que la théorie était fausse et voulait la tourner en ridicule. L'histoire a retenu le nom, pas la moquerie. Dans les années 70, Hoyle commence à travailler avec Chandra Wickramasinghe, un astrophysicien sri-lankais brillant qui était son étudiant à Cambridge. Ensemble, ils publient des travaux qui vont d'abord faire avancer la science, puis bifurquer dans une direction que la grande majorité de leurs collègues ne les suivra pas. La contribution légitime de Hoyle et Wickramasinghe est réelle et durable. En analysant les spectres infrarouges de la lumière traversant les nuages de poussière interstellaire, ils ont été parmi les premiers à soutenir que cette poussière contenait des molécules organiques complexes, des polysaccharides, des molécules proches de la cellulose. À l'époque, cette idée était contestée. Aujourd'hui, l'omniprésence de la chimie organique dans le milieu interstellaire est un fait établi, confirmé par des dizaines de missions et d'observations. Dans ce sens, Hoyle et Wickramasinghe avaient raison. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Dans leur vision du cosmos, la galaxie entière est une soupe biologique perpétuelle. Les comètes sont des incubateurs de micro-organismes. L'espace interstellaire est peuplé de bactéries et de virus en suspension. La vie n'a pas besoin d'une planète pour se développer. Elle se développe partout, dans les nuages moléculaires froids, dans les comètes glacées, dans les poussières circumstellaires. Et elle arrive sur les planètes comme une pluie incessante, perpétuant et renouvelant la biosphère depuis l'extérieur. Jusqu'ici, l'hypothèse est audacieuse mais pas absurde. C'est une extrapolation ambitieuse des preuves disponibles, mais une extrapolation qui reste dans le domaine du testable. Là où tout déraille, c'est quand Hoyle et Wickramasinghe commencent à appliquer leur cadre aux épidémies humaines. Dans leur livre « Disease from Space », publié en 1979, puis dans une série de publications ultérieures, ils affirment que les épidémies de grippe, le rhume ordinaire et d'autres maladies infectieuses ne se propagent pas d'une personne à l'autre, mais arrivent de l'espace en vagues successives, liées au cycle d'activité solaire. Des virus venant de comètes, selon eux, tombent dans la stratosphère et descendent progressivement vers la surface, déclenchant des épidémies simultanément dans des régions géographiquement séparées. Wickramasinghe ira encore plus loin en suggérant au début des années 2000 que le syndrome respiratoire aigu sévère avait une origine cométaire. En 2020, malgré tout ce qu'on savait sur la transmission du virus responsable de la pandémie, il publie à nouveau pour insinuer une connexion avec l'espace.
Ces affirmations ont été rejetées par la communauté scientifique avec une rigueur et une constance remarquables. Les épidémies de grippe suivent des patterns de contagion interpersonnelle parfaitement documentés. Les chercheurs tracent les arbres de transmission d'un individu à l'autre, d'un pays à l'autre, et ces arbres ont des racines terrestres claires. Les virus des pandémies ont des ancêtres viraux identifiables parmi les souches animales. Les modèles épidémiologiques fonctionnent sans avoir besoin d'invoquer une source extraterrestre. Ce qui reste de Hoyle et Wickramasinghe, c'est une leçon double. D'un côté, leur instinct de chercher la vie au-delà de la Terre, dans les poussières et les comètes, était juste dans son principe. La chimie organique est bien là, dans l'espace, et leur insistance là-dessus a contribué à ouvrir des portes. De l'autre côté, leur dérive illustre parfaitement un danger intellectuel. Quand une idée devient un cadre explicatif universel, qu'on applique à tout indépendamment des preuves, la science s'arrête et quelque chose d'autre commence. La panspermie reste crédible. Mais la version crédible ressemble beaucoup moins à un univers vivant qu'à une question précise, délimitée, testable. Est-ce que des molécules organiques, voire des organismes, ont pu être transportés d'un monde à l'autre? Et c'est là qu'une distinction fondamentale s'impose. Une distinction qui divise les chercheurs entre eux et qui change profondément ce qu'on entend par panspermie. Voici une ligne de fracture que la plupart des documentaires sur la panspermie n'expliquent pas clairement, et qui pourtant change tout. Il y a deux versions de la panspermie, et elles ne sont pas du tout au même niveau de crédibilité scientifique. La première version, appelons-la la panspermie forte, dit que des organismes vivants ont voyagé dans l'espace et ont ensemencé la Terre. Des bactéries, des spores, des micro-organismes capables de survie et de reproduction, transportés par des roches éjectées, des comètes ou d'autres vecteurs, arrivant sur Terre et y initiant ou y contribuant au développement de la vie. C'est la version spectaculaire, la version qui fait les titres, la version que Crick et Hoyle défendaient à leur manière. Et c'est la version pour laquelle il n'existe, à ce jour, aucune preuve directe conclusive. La deuxième version, qu'on appelle parfois la pseudo-panspermie ou panspermie chimique, dit quelque chose de plus modeste mais de bien plus robuste. Des molécules organiques complexes, les briques de la vie, ont été apportées sur la Terre primitive depuis l'espace par des météorites, des comètes, des poussières interplanétaires. Ces molécules ont enrichi la chimie prébiotique terrestre, peut-être fourni des précurseurs essentiels que la chimie locale peinait à produire seule, peut-être accéléré le processus d'abiogénèse. Mais c'est sur Terre que la vie s'est finalement assemblée. Cette deuxième version bénéficie d'un soutien quasi unanime parmi les chercheurs en astrobiologie et en chimie prébiotique. Ce n'est pas une hypothèse spéculative, c'est une conclusion soutenue par des décennies d'analyse de météorites, confirmée sans ambiguïté par les échantillons de Ryugu, étayée par les détections de Rosetta dans la comète Chury. Les molécules organiques tombent du ciel, c'est certain. En quantité importante pendant le grand bombardement tardif, c'est probable. Et elles ont certainement contribué au réservoir chimique à partir duquel la vie a émergé. Mais la distinction entre ces deux versions n'est pas juste académique. Elle change la façon dont on pose la question. Si la pseudo-panspermie est la version correcte, alors la Terre a reçu des ingrédients de l'espace, mais a fait la cuisine elle-même. La biogénèse, l'apparition de la vie depuis la chimie, s'est bien produite ici, sur cette planète, dans ces océans primitifs, dans ces sources hydrothermales, dans ces flaques évaporantes. La panspermie chimique aide à comprendre d'où venaient certains ingrédients, mais elle ne retire pas à la Terre son rôle de berceau. Ce qui rend la situation particulièrement intéressante, c'est que les deux versions ne sont pas mutuellement exclusives. Il est tout à fait possible que des molécules organiques soient arrivées de l'espace, et qu'ensuite, des milliards d'années plus tard, des organismes aient eux aussi voyagé d'une planète à l'autre au sein du système solaire. Ces deux phénomènes peuvent coexister, et si c'est le cas, la réalité serait plus riche et plus vertigineuse que n'importe laquelle des deux versions prises séparément. Mais il y a une critique plus profonde encore à adresser à la panspermie forte. Une critique que ses défenseurs ont parfois du mal à surmonter. Une question simple, mais à laquelle la panspermie, par définition, ne peut pas répondre. La question est celle-ci. D'accord, la vie sur Terre vient de l'espace. Mais d'où vient la vie dans l'espace ? C'est le problème fondamental de la panspermie forte, et il est difficile d'y échapper. Si la vie sur Terre a été apportée par une météorite martienne, il faut expliquer comment la vie est apparue sur Mars. Si elle vient d'une autre étoile, portée par une roche interstellaire ou une comète, il faut expliquer comment elle est apparue autour de cette étoile. Si elle vient d'une civilisation qui nous a délibérément ensemencés, la panspermie dirigée de Crick et Orgel, il faut expliquer l'origine de cette civilisation. Et ainsi de suite, indéfiniment. La panspermie ne résout pas le problème de l'origine de la vie. Elle le déplace.
Elle dit « La vie sur Terre ne s'est peut-être pas formée sur Terre », mais elle ne dit pas, et ne peut pas dire « Voilà comment la vie est apparue pour la première fois ». Il faudrait, à un moment ou à un autre, postuler un premier lieu, une première planète, un premier instant où la chimie inerte a bascuté vers la chimie vivante sans l'aide d'aucune vie préexistante. Et là, la panspermie nous renvoie exactement au même problème que l'abiogénèse terrestre. Ce n'est pas une raison de rejeter la panspermie, c'est une raison de ne pas la confondre avec une explication complète. La panspermie est une théorie de la distribution de la vie, peut-être la plus puissante et la plus fascinante qu'on ait jamais formulée. Elle pourrait expliquer pourquoi la vie sur Terre ressemble à ce qu'elle ressemble, pourquoi elle est apparue si vite, peut-être même pourquoi le code génétique est universel. Mais elle n'est pas une théorie de l'origine ultime de la vie. Ces deux questions, comment la vie se propage-t-elle et comment la vie apparaît-elle pour la première fois, sont distinctes, et la panspermie répond à la première sans toucher à la seconde. Ce déplacement du problème a cependant une conséquence philosophique profonde. Si la vie peut voyager entre les planètes, si elle a peut-être commencé ailleurs avant d'atteindre la Terre, alors la question de son origine n'est plus liée à un endroit particulier. Elle devient une question sur l'univers entier. Une question sur les conditions que l'univers doit réunir pour que la chimie bascule vers la biologie. Et cette question-là est peut-être en train de trouver de nouvelles réponses, non pas dans les météorites passées, mais dans des missions qui sont en cours ou en préparation en ce moment même. L'astrobiologie en 2026 n'est plus la discipline spéculative qu'elle était il y a 30 ans. Elle est devenue une science dure, avec des missions dédiées, des instruments de précision et des résultats qui s'accumulent rapidement. L'étude publiée en mars 2026 par Lily Zhao et son équipe à Johns Hopkins sur la survie de Deinococcus radiodurans à des pressions extrêmes est l'exemple le plus récent d'une tendance lourde. Les expériences de simulation de la panspermie deviennent de plus en plus précises, de plus en plus réalistes, et leurs résultats de plus en plus suggestifs. Chaque année, la marge d'impossibilité physique pour la lithopanspermie se réduit un peu plus. Les nouvelles analyses des échantillons de Ryugu continuent de révéler des molécules qu'on n'y avait pas encore détectées. La liste s'allonge à chaque publication, et les chercheurs estiment n'en être qu'au début de l'inventaire chimique de cet astéroïde. En parallèle, la mission OSIRIS-REx de la NASA a ramené sur Terre en septembre 2023 des échantillons de l'astéroïde Bennu, un autre astéroïde carboné de type B, encore plus primitif que Ryugu. Les premières analyses ont déjà révélé de l'eau sous forme de minéraux hydratés et de la matière organique riche en carbone. L'étude complète de ces échantillons prendra des années, et elle viendra enrichir et compléter ce qu'on a appris de Ryugu. Sur le front des missions futures, c'est vers une lune de Saturne que les regards se tournent avec le plus d'impatience. Encelade est un monde extraordinaire. Sous sa surface glacée se trouve un océan d'eau liquide, chauffé par les forces de marée de Saturne. Cet océan entre en contact avec un plancher rocheux hydrothermal, exactement les conditions qu'on associe sur Terre à l'émergence de la vie dans les sources hydrothermales profondes. Et cet océan crache vers l'extérieur, à travers des fissures dans la glace, des geysers d'eau et de vapeur qui projettent de la matière directement dans l'espace. La sonde Cassini, qui a orbité autour de Saturne pendant 13 ans avant de plonger délibérément dans son atmosphère en 2017, a traversé ces geysers et y a détecté de l'eau, de la silice, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'hydrogène moléculaire et des molécules organiques complexes dont certaines n'ont pas encore été complètement identifiées. Encelade a de l'eau, Encelade a de l'énergie, Encelade a de la chimie organique, et Encelade projette tout ça dans l'espace à portée d'un instrument qui passerait à proximité. Une mission dédiée à l'étude d'Encelade est actuellement en discussion à la NASA et à l'ESA pour une fenêtre de lancement autour de 2040. Si elle se concrétise, ce sera peut-être la mission la plus importante de l'histoire de l'astrobiologie. Non pas parce qu'elle trouvera certainement de la vie, mais parce qu'elle pourrait analyser directement, pour la première fois, un environnement où toutes les conditions connues pour permettre l'émergence de la vie sont réunies, et y chercher des traces biologiques sans avoir à atterrir ou à forer. Et pendant ce temps, dans les laboratoires du monde entier, la question de l'abiogénèse continue d'avancer. Les chercheurs ont synthétisé des acides ribonucléiques capables de se répliquer dans des conditions prébiotiques plausibles. Ils ont fabriqué des membranes lipidiques spontanées dans des conditions simulant les océans primitifs. Ils ont montré que des acides aminés peuvent se polymériser en peptides sur des surfaces minérales humides. Chaque année, la distance entre la chimie inerte et la chimie vivante se réduit un peu. La panspermie et l'abiogénèse ne sont pas des rivaux, ce sont des complémentaires. Peut-être que la vie est apparue ici, sur Terre, nourrie par les molécules arrivées de l'espace. Peut-être qu'elle a reçu un coup de pouce sous forme d'organismes arrivés de Mars. Peut-être les deux, à des moments différents.
Ce que la science dit de plus en plus clairement, c'est que la frontière entre la Terre et le cosmos est moins hermétique qu'on l'imaginait. Revenons à la question du début. La Terre a 4,5 milliards d'années. La vie est apparue presque immédiatement, et nous cherchons à comprendre comment. Voici ce que nous savons avec certitude. Les molécules de la vie, acides aminés, bases nucléiques, sucre, phosphore, se forment dans l'espace, indépendamment de toute biologie. Elles se trouvent dans les astéroïdes, dans les comètes, dans les nuages interstellaires. Elles sont arrivées sur la Terre primitive en quantité massive. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait. Voici ce que nous savons avec une forte probabilité. Des organismes extrêmement résistants peuvent survivre à des conditions proches de celles du voyage interplanétaire. Le vide, le froid, les rayonnements, les pressions d'éjection. Des roches martiennes ont atterri sur Terre. Des roches terrestres ont atterri sur Mars. Les échanges de matière entre planètes voisines sont réels et documentés. Et voici ce qui reste ouvert. Si des organismes vivants ont jamais fait ce voyage, si la vie sur Terre a un ancêtre martien ou une origine entièrement terrestre nourrie de chimie spatiale, si ailleurs, dans notre système solaire ou au-delà, le même processus est en train de se produire en ce moment. Ce qui change, si la panspermie forte est vraie, c'est vertigineux. Cela voudrait dire que la vie n'est pas une propriété de la Terre, elle est une propriété de l'univers. Que chaque planète rocheuse dans la zone habitable d'une étoile est un site potentiel de réception de matière biologique venue d'ailleurs. Que la vie, une fois qu'elle existe quelque part, se répand. Que nous ne sommes peut-être pas les seuls héritiers d'un ancêtre commun cosmique, et que ce que nous appelons la biosphère terrestre n'est peut-être qu'un épisode local d'un phénomène beaucoup plus vaste. La panspermie pose la question la plus grande qu'on puisse poser. Est-ce que la vie est un accident ou une tendance? Un incident isolé ou une caractéristique fondamentale de la matière organisée? Nous ne savons pas encore, mais nous n'avons jamais été aussi bien équipés pour chercher. Et cette recherche, c'est peut-être la plus belle chose que l'espèce humaine ait jamais entreprise. Se retourner vers les étoiles et se demander si nous en venons vraiment. Si cette exploration vous a donné envie d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le pouce levé, c'est ce qui nous permet de continuer à creuser ces questions avec vous. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Si vous souhaitez soutenir le canal plus directement, le lien pour faire un don est dans la description. Chaque contribution, petite ou grande, nous aide à rester indépendants et à aller plus loin.